Et j'ai en tête notamment une société hongkongaise où un utilisateur s'est retrouvé dans une vidéoconférence avec des gens qu'il pensait être des collègues. Et en fait, c'était son collègue principal et son boss était en fait une intelligence artificielle. Et on parle cybersécurité à présent dans Monde Numérique en partenariat avec EZ. Je suis ravi de retrouver Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Salut Benoît. Bonjour Jérôme. On s'intéresse aujourd'hui à l'intelligence artificielle dans la cybercriminalité. C'est vrai qu'on dit depuis quelque temps que les cyberpirates utilisent de plus en plus l'IA, ce qui évidemment est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais alors, de quelle manière exactement ? Comment ça se concrétise ? Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, effectivement, il y a plusieurs usages. Et alors, on voit que les LLM, les dernières avancées de l'intelligence artificielle sont très utilisées forcément pour le texte, mais sont aussi utilisées pour le développement de petits logiciels et ou pour l'interrogation de ces fameux agents conversationnels pour mieux comprendre le contexte de ceux qu'ils vont attaquer. C'est-à-dire qu'avant, on recevait des messages de spam, de pirates qui étaient écrits dans un très mauvais français. Bon, c'était facile du coup pour les détecter, mais c'est plus le cas aujourd'hui en fait. C'est grâce au LLM. Exactement, grâce au LLM. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que pour détecter un email d'hameçonnage, il faudrait se demander si au contraire, s'il n'est pas trop bien écrit, est-ce que ça viendrait pas de l'intelligence artificielle ? Et ce que l'on voit aussi, c'est que les cybercriminels se professionnalisent dans la distribution de ces messages et créent des templates, des services complets qu'ils vont relouer à d'autres pour pouvoir mener des campagnes d'hameçonnage. Dans leur package, il y a des spécialistes qui vont créer ces emails d'hameçonnage pour les différents pays, ainsi pouvoir envoyer un très grand nombre de messages, mais de manière beaucoup plus professionnelle qu'ils ne le faisaient avant. Oui, ça permet vraiment de géolocaliser les attaques en fonction des pays. Alors ça, Benoît, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, hein, c'est-à-dire c'est comme si c'était des humains vraiment qui nous parlaient et qui essayent de nous tromper, mais il n'y a pas que ça, j'imagine. Oui, et d'ailleurs, en parlant d'humains qui essayent de nous tromper, on a vu notamment des arnaques basées sur des deepfakes vidéo ou audio ou les deux, qui ont emmené certains utilisateurs dans des entreprises qui avaient des postes, bien entendu, avec des accès aux finances, et qui les ont amenés à faire des virements. Et j'ai en tête notamment une société hongkongaise où un utilisateur s'est retrouvé dans une vidéoconférence avec des gens qu'il pensait être des collègues, et en fait, c'était son collègue principal et son boss était en fait une intelligence artificielle. Et grâce à cette intelligence artificielle, ils ont réussi à le convaincre de faire des 5 virements et pour un montant de plus de 23 millions d'euros de mémoire. C'est incroyable et c'est évidemment très effrayant. Et d'ailleurs, Benoît, je crois qu'il y a un deepfake récemment qui a circulé sur des groupes Telegram, etc., qui était une fausse vidéo ciblant les Jeux Olympiques. Effectivement, là, on est passé au niveau hollywoodien, hein, c'est-à-dire que les cybercriminels utilisent les acteurs. Alors là, c'était Tom Cruise qui a été utilisé comme deepfake pour présenter de prétendues allégations sur les organisations des Jeux Olympiques, à savoir que les organisateurs seraient corrompus et qu'il y aurait des problèmes très concrets avec les Jeux Olympiques. Et bien entendu, c'est un deepfake. Tom Cruise n'a jamais tourné Olympic Has Fallen. Et malheureusement, ça tourne, comme tu le dis. Donc, il faut être vigilant, nous, en tant qu'utilisateurs, fact-checker, double-checker, vérifier qui est la source, parce qu'aujourd'hui, les défenseurs, en termes de détection de vidéos deepfake, on a des outils, mais c'est pas encore aujourd'hui vraiment déployé, et ça veut dire qu'en fait, la vigilance, elle est du côté de l'utilisateur. Est-ce que les pirates utilisent également l'IA pour fabriquer des codes malveillants ? Oui, alors dans les IA publiques, il y a forcément des limitations qui sont mises par les fournisseurs. On n'est pas obligé de dire à l'IA que le logiciel qui va nous servir à, par exemple, chiffrer les données est en fait destiné à être un rançongiciel. On ne va pas dire à l'IA que l'on va utiliser ce qu'il va nous permettre de faire de manière illégale. Donc, on peut aussi attaquer l'IA, entre guillemets, à partir du moment où on arrive à toucher ses limites. Et ça devient également un sport pour les cybercriminels de pouvoir s'appuyer sur ces modèles en détournant les restrictions qui leur sont imposées. Et puis c'est pas fini, les pirates utilisent aussi l'IA pour des attaques basées sur le big data en fait d'une certaine manière. Hein. Oui, effectivement. Alors ça, c'est ce que nous apprend le leak, donc la fuite de données pour une fois d'un attaquant. Donc c'est une société chinoise qui a priori beaucoup travaillé avec l'État, mais également pour d'autres entités privées. Et en fait, cette société qui a plusieurs objectifs, notamment le cyberespionnage, récupère un très grand nombre d'informations
Et comme nous, finalement, à la défense, eh bien, il faut pouvoir traiter ce grand volume d'informations. Eh bien, eux, depuis au moins 2020, ils ont utilisé des réseaux de neurones qui leur permettent d'analyser ce volume d'informations important, notamment, par exemple, des échanges email pour pouvoir reconstituer l'organigramme de la société, définir qui est le boss de qui, notamment en fonction du ton et de la couleur utilisée dans les échanges, et de pouvoir ainsi créer finalement avoir une vue d'ensemble qui serait très difficile à faire par un être humain. Et dans cet outil, ils avaient même un petit bouton qui était très sympathique, qui leur permettait, une fois qu'ils avaient trouvé des cibles, eh bien d'appuyer sur un bouton et d'envoyer de l'hameçonnage à ces cibles-là. Donc quelque chose d'assez structuré et qui utilise les réseaux de neurones. Benoît, est-ce qu'on peut dire que du coup c'est plus facile pour les pirates de mener des attaques et qu'il leur faut moins de compétences, ou au contraire, ils sont obligés de développer des compétences nouvelles, savoir faire des prompts sur ChatGPT par exemple, des choses comme ça? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on voit que la spécialisation des cybercriminels, auparavant, on pouvait avoir des développeurs, on pouvait avoir certains qui faisaient entre guillemets le marketing et la psychologie. On voyait, comme tu le disais, que les messages n'étaient pas forcément très précis ou très bien écrits. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, ils peuvent monter en qualité, mais il faut pour autant maîtriser l'outil, ce qui veut dire qu'il faut se former et être tout à fait capable de faire un prompt qui tient la route. Donc, ils ont eux-mêmes besoin de se former à l'intelligence artificielle avant de pouvoir l'utiliser avec efficacité. Alors ça, c'est pour la partie attaquant, mais heureusement, eh bien, ceux qui sont chargés de nous protéger, comme vous, chez EZ, les professionnels de la cybersécurité, utilisent aussi, bien sûr, l'intelligence artificielle. Oui, à plus d'un titre. Alors, ça fait depuis 1998 que nous avons des réseaux de neurones dans nos solutions, parce qu'en fait, le volume, alors au début de logiciels malveillants et aujourd'hui de comportements malveillants, a connu une croissance exponentielle. Et aujourd'hui, par exemple, notre intelligence artificielle est basée sur plus de 4 milliards de paramètres, ce qui correspond à peu près à plus de 3 pétas de octets de volume stocké. Et ça nous sert à la fois pour détecter les logiciels et les comportements malveillants de manière très précise et très rapide, mais ça nous sert aussi à donner des éléments de contexte. C'est-à-dire quand vous avez un chercheur qui travaille sur des attaques, eh bien il va tirer le fil rouge pour essayer d'arriver et de comprendre ce qui se passe. Par exemple, pour le leak dont je parlais précédemment sur la société chinoise, nous on l'avait attribué, on avait donné un premier nom à cet acteur malveillant. Et bien grâce au leak et grâce à l'analyse des différentes données, on va pouvoir regrouper peut-être des attaques que l'on pensait créées par différents groupes sous un seul et même acteur malveillant. Dans le futur, qu'est-ce qui va se passer, Benoît? Ça va continuer la course à l'échalote, mais jusqu'où ça peut aller, cette hyper sophistication des attaques du fait de l'intelligence artificielle? Alors forcément, ça va prendre de l'ampleur. On a quelques exemples donc de virements, par exemple, qui ont été faits non pas grâce à un hameçonnage classique, mais bien grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on peut se préparer à ce qu'il y ait de plus en plus ces usages-là. Ça veut dire que nous, en tant que particuliers, utilisateurs d'Internet et du numérique, il va falloir augmenter notre niveau de vigilance. Parce que côté défenseur, on va nous aussi forcément mettre en place un plus grand nombre de barrières, mais l'intelligence artificielle et l'usage détourné qu'en font les cybercriminels va quand même beaucoup plus nous impacter en tant que particuliers, et on n'a pas à chaque fois sur toutes nos outils numériques une solution qui va tout faire, antivirus, anti-hameçonnage, anti-deepfake, etc. Donc le temps que ça arrive, il faut un peu se blinder et penser bien à fact-checker, à remettre dans son contexte, à double fact-checker et à s'assurer que ce que l'on voit est bien réel. Oui, la cybersécurité, c'est à la fois des outils de cybersécurité, il faut bien fermer la porte à clé, mais c'est aussi de la vigilance personnelle qui fait appel au bon sens, même si parfois c'est vite dit. Le bon sens peut vraiment être abusé. Merci beaucoup, Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. Merci Jérôme. Si, comme plusieurs milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez associer l'image de votre entreprise à ce podcast, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est le média idéal pour connecter notre audience à la vôtre. Spot, Ostreed, contenu sponsorisé, il y a forcément un format adapté à vos besoins. Pour en parler, contactez-nous dès à présent à l'adresse mondenumérique.info/contact.